Notre deuxième partie de l'émission, c'est sources de revenus et on est accompagné de Zoé Tremblay, étudiante en droit de première année à l'UQAM, qui a un intérêt particulier justement pour les personnes démunies qui aiment bien le droit pénal, etc. Mais que, effectivement, aime aussi le droit social. Bonsoir, Zoé, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien, vous? Oui, ça va bien, ça va bien. Donc, Zoé, est-ce que j'ai raison en disant que tu es étudiante en droit de première année à l'UQAM? Ben oui, exactement. Première session. Donc, j'adore, là, vraiment. Oui. Est-ce que tu sais en quoi tu veux aller ou tu es à l'époque encore là, où tu touches un petit peu à tout? Je touche à tout encore. J'ai même pas encore fini mes cours de base, je dirais. Là, c'est tellement large, le droit. Donc, j'explore encore toutes les options. C'est sûr, c'est sûr. Bon, mais c'est fantastique. On va y aller. Dis-moi donc, on les a pas mal toutes, je pense, identifiées, les sources de revenus possibles. Comme Alex disait, accident d'auto, SAC, accident de travail, CNSST, victime d'actes criminels, indemnisation des victimes d'actes criminels. Mais pour les autres, c'est quoi les possibilités de sources financières? Mhm. Donc, on a la prestation de maladie de l'assurance-emploi. Il y a aussi la prestation pour les proches aidants de l'assurance-emploi. On a l'assurance invalidité, soit de votre employeur ou de la RRQ. On a les programmes de solidarité sociale et finalement, on a Retraite Québec. Donc, il y a différentes options quand même, là. C'est sûr que c'est dans différentes situations avec différents critères d'admissibilité, tout ça, là. Bien, effectivement, le premier de base, là, quand on n'a pas vraiment d'assurance là, comme telle, on va y revenir après, c'est l'assurance emploi-maladie. Est-ce que tu sais combien de semaines tu as le droit à de l'assurance emploi-maladie? Puis là, tout le monde parle du chômage. Oui, ça, c'est les prestations régulières, mais il y a une question de maladie aussi. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Oui, c'est ça. Il y a quand même une limite. On peut aller jusqu'à une période de 15 semaines. Puis, il y a quand même aussi une limite au niveau du montant qu'on peut avoir, du pourcentage de la rémunération. Donc, jusqu'à 15 semaines, on peut aller chercher jusqu'à 55 de la rémunération jusqu'à un maximum de 638 par semaine. Mais c'est juste 15 semaines. C'est juste 15 semaines. C'est temporaire quand même, là. Ouais. Il y avait eu une discussion que le gouvernement fédéral voulait le monter à 26 semaines, ce qui serait une excellente idée parce que quand tu es malade, 15 semaines, ça passe vite. Oui, puis ceux qui ont pas d'assurance, invalidité privée ou collective, c'est pas mal la seule chose qu'ils ont là, pendant ben là, en ce moment, les 15 premières semaines, mais après, ils pourraient se retrouver avec rien, là. Oui, effectivement. À part la solidarité sociale qu'on pourra en discuter par la suite. Là, mais ouais, 15 semaines, c'est vrai que ça passe vite. Puis, je ne sais pas c'est quoi les statistiques sur le nombre de personnes qui ont des assurances invalidité privée ou collectives, mais c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas ça, là. Donc, on appelle ça le chômage maladie ou l'assurance emploi maladie. C'est la même chose, là. Après ça, il y a d'autres sortes d'assurances, d'autres prestations d'assurance emploi. Donc, tu disais des prestations pour proches aidants. Il y en a 3 types, hein, c'est ça? Exact, c'est ça. Donc, différentes options par rapport à la situation vécue. Donc, on a la prestation pour proche aidant d'enfants, pour proche aidant d'adultes, puis on a aussi prestation de compassion. Donc, c'est 3 différentes options de prestations. OK. Donc, pour proche aidant d'enfants, c'est par exemple comme moi qui dois être en congé pour m'occuper de mon enfant, j'aurais le droit jusqu'à 35 semaines. Exact. S'il y a 18 ans et moins. S'il y a Mhm. 18 ans et plus, c'est 15 semaines. Mais ça aussi, ça peut s'adresser si tu dois t'occuper aussi d'une personne âgée, par exemple, ou un conjoint. C'est ça, exactement. Là. Donc, on parle là, d'une personne gravement malade ou blessée de 18 ans et plus au niveau pour le prochain aidant d'adulte. Donc, ce n'est pas nécessairement un enfant qui est rendu à 20 ans ou qui est rendu plus vieux. Ça peut être justement n'importe quelle personne dans l'entourage on a besoin d'être proche aidant pour cette personne-là. Les prestations de compassion, Alexandre, tantôt, tu es arrivé à la conclusion, je suis incertaine de ça. Prestations de compassion, c'est jusqu'à 26 semaines. C'est quoi au juste? C'est ça, ben, c'est versé au proche aidant, donc la personne qui fournit l'aide à la personne qui est blessée ou malade. Et ben, ça s'adresse à des soins qu'on donne à une personne de tout âge ayant besoin de soins de fin de vie. Donc, si on est dans la période de fin de vie, même si on a 25 ans, si on sait qu'on est en fin de vie, la personne qui nous aide peut avoir des prestations de compassion, là. Je trouve ça que c'est bien tout de même. Quand même, on a des beaux programmes. Je ne savais même pas que ça existait, honnêtement, jusqu'à ce qu'on prépare le podcast, là. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprendre des choses ce soir, là.
Ensuite, l'assurance invalidité, ça, c'est quoi ça de l'assurance invalidité? Ça aussi, il y a plein de monde qui ne savent pas, qui payent ça sur leur paye à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines auprès de l'employeur. Des assurances collectives, là, disons. Là. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, ça peut être de courte ou de longue durée, puis dépendamment de votre assureur, ben, il y a certaines conditions qui vont être incluses, puis ça va être couvert par justement là, si on est malade, si on est blessé. Il faut quand même s'informer là, directement avec notre assureur parce que ça va différer dépendamment de ce qui est couvert. Parce que ça peut être là, justement l'incapacité d'exécuter toutes les tâches de son emploi régulier qui est couvert. Ça peut être aussi des fois là, juste l'incapacité d'exécuter des tâches d'un emploi pour lequel on est qualifié ou d'un emploi pour lequel on peut être raisonnablement devenir qualifié compte tenu de sa formation, de son éducation. Donc, il y a quand même des barèmes différents. Mais entre autres, là, le but, c'est vraiment de couvrir justement là, notre invalidité à un certain niveau. Là. Effectivement, chaque compagnie d'assurance a sa propre police, qui donc généralement peut avoir une définition différente. Mais Alexandre, c'est pas compliqué. Il y a tout le temps des règles de base qui est l'invalidité de courte durée. Après ça, tu as l'invalidité de longue durée, puis il y a le fameux 2 ans. Explique-nous donc rapidement qu'est-ce que c'est tout ça. Là. C'est ça, bien, comme tu as dit, ça dépend des polices d'assurance et des compagnies d'assurance. Donc, il faut dire aux gens d'aller vérifier, même avant de tomber en potentielle invalidité. Il faut aller voir là, pourquoi on est protégé exactement, puis est-ce que ça répond à nos besoins. Mais en général, là, on parle d'une invalidité à son emploi pour les 24 premiers mois pour avoir droit aux prestations d'invalidité. Puis ensuite, après 24 mois, donc 2 ans, la définition change. Donc, on doit non seulement démontrer qu'on est incapable de faire son emploi en raison de notre condition médicale, mais tout emploi pour lequel on est raisonnablement qualifié, comme tu as dit Zoé, là, selon son expérience, sa compétence, etc. Puis des fois, il y a même une précision sur un emploi qui pourrait rapporter, par exemple, au moins 70% du salaire qu'on faisait au moment là, du début d'invalidité. Donc, les définitions varient, mais en général, là, il y a une période où on doit démontrer une invalidité à son emploi, qui est en général 24 mois. Puis après, là, on a un fardeau plus lourd là, à démontrer à notre assureur pour continuer de recevoir des prestations. Mais il faut vraiment se fier à notre police d'assurance puis aux définitions d'invalidité. Puis ici, justement, tes assurances, nous autres, on fait ça ici au bureau là, de l'assurance invalidité. D'ailleurs, c'est toi le pro au bureau, Alexandre, de ça. Donc, effectivement, si par exemple, ton assurance refuse, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, il y a comme un peu 3 paliers, là, par exemple. Oui, c'est ça. Encore une fois, ça peut dépendre des compagnies d'assurance, mais en général, on peut là, contester la décision initiale. Par exemple, si la décision initiale refuse de nous verser des prestations ou est négative là, de quelque façon que ce soit, on peut la contester ou demander la révision de cette décision-là à l'interne, donc à la compagnie d'assurance comme telle. Et parfois, il y a 2 ou même 3 paliers de révision ou d'appel à l'interne avant qu'ils nous disent là, bon, mais là, c'est notre dernière évaluation de votre dossier, puis après ça, adressez-vous ailleurs. Puis ailleurs, c'est quoi ailleurs? Bien, il peut avoir l'autorité des marchés financiers. Tu en as parlé notre dans un invité podcast. il y a 2 semaines. Ouais, ouais. Exactement. Ou sinon, mais là, c'est des recours civils là, devant les tribunaux où on va carrément poursuivre l'assureur pour tenter de faire reconnaître nos droits et notre droit au versement des prestations d'invalidité. Combien de temps pour poursuivre? 3 ans. 3 ans à partir du moment où vous avez su que vous êtes, disons, refusé. Vous pouvez là, déposer une demande introductive d'instance, donc poursuivre votre assureur. Parfait. En général. Ensuite, il y a Retraite Québec aussi, qui est disponible. Ça aussi, c'est une organisation que très peu de gens connaissent parce que quand on pense à Retraite Québec, là, on va penser à tout de suite ma rente de retraite. Mais il y a d'autres prestations qui sont disponibles, Zoé. C'est bien ça? Ben oui, c'est ça exactement. Donc, ça permet, entre autres, là, d'avoir une rente pour les cas d'invalidité grave et permanent. Donc, pour les autres, on a parlé, c'était souvent temporaire, choses comme ça, un maximal. Ça, c'est vraiment en plus pour situation grave et permanente. Puis, dans le fond, ça permet aux travailleurs de moins de 65 ans qui ont quand même suffisamment cotisé d'avoir là, un retour, là, d'avoir de l'indemnité. Donc, effectivement, le montant de rente d'invalidité que vous pouvez obtenir, mais c'est vrai qu'avant 60 ans, c'est un peu plus complexe. Il faut que la maladie soit grave et permanente. Le montant est de 1 463,83 par mois. Donc, ça, c'est disponible pour une personne qui est en incapacité de travailler. Mais aussi, il y a des rentes qui sont disponibles aussi pour les parents, bien sûr, mais pour leurs enfants. Je pense qu'il y en a 2, hein? C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Dans le fond, on a le supplément pour enfants handicapés, le SEH. On a aussi le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels, donc le SEH-NSE. Donc, c'est différentes choses qui vont s'ajouter là aussi. Pour avoir droit, justement, c'est comme il faut commencer par le supplément pour enfants handicapés. C'est un montant de 205 par mois pour un montant annuel de 2 460. Et il faut avoir le supplément pour enfants handicapés pour appliquer pour l'autre. Et là, il y a 2 paliers, mais les montants peuvent monter jusqu'à 12 420 par année. Donc, c'est quand même un montant non négligeable pour aider un enfant là, à subvenir aux besoins d'un enfant. Là. Et puis, finalement, la dernière source de revenus qui est disponible, c'est ce qu'on appelle l'aide sociale. Le BIS, il y en a qui vont utiliser, mais c'est plutôt le programme de solidarité sociale. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Oui, dans le fond, c'est un programme qui s'adresse soit un adulte seul ou aux familles dont une personne, un adulte là, ou des adultes auraient des contraintes sévères à l'emploi. Donc, la participation fait en sorte de recevoir une aide sociale, mais ça permet aussi de favoriser l'intégration puis la participation sociale aussi, entre autres. C'est un montant qui peut être alloué d'aide sociale dépendamment de plusieurs critères, fait que de la composition de la famille, entre autres, comme le type d'hébergement, les revenus, les biens, des choses comme ça, puis nécessairement du niveau de contrainte aussi sévère à l'emploi. Là. Puis, c'est quoi exactement le problème, à quel niveau la personne ne peut plus accomplir l'emploi, des choses comme ça. Effectivement, l'aide sociale, tu as la prestation de base pour les gens qui sont temporairement dans une mauvaise posture, le temps qu'ils se retrouvent d'autres possibilités. Donc, par exemple, si tu es obligé de t'occuper d'un enfant et tu n'as pas de revenus, tu n'as plus d'assurance, tu n'as plus d'assurance invalidité ou tu n'es pas éligible à l'assurance emploi, ça, c'est une possibilité. Tu vas avoir la prestation régulière. Et si toi-même, tu es malade, là, tu as le droit à la prestation pour contrainte sévère, qui est un montant un petit peu plus grand. Donc, si vous êtes sur l'aide sociale pour des questions de difficultés physiques ou psychologiques, peut-être ça vaut la peine de faire la demande pour contrainte sévère. Exact. Je pense que c'est pas mal ça qui est disponible pour nous donner un coup de main au niveau d'argent concret qui peut être mise dans nos poches de façon mensuelle. C'est à peu près ça? Oui, exactement. C'est vraiment les 5 gros mots, là, les gros noms qu'on entend, même s'ils sont pas très bien connus, je dirais. Là, fait que c'est quand même ceux qui sont disponibles. Bien, merci Zoé d'être venue nous éclairer tout ça. Je vais te souhaiter bonne chance et bonne continuité dans tes études. Le droit social, c'est aussi un très beau droit. Le droit administratif, c'est toujours très intéressant aussi. Fait que je pense que c'est des cours qui arrivent plus comme en 2e année. Alors, déjà, tu as une bonne base, fait que ça va vraiment être fantastique. Merci beaucoup Oui, d'avoir participé à notre podcast. Merci. Merci Zoé. Bye bye.